Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du Toulouse Université Club. On se retrouve aujourd'hui avec Katia Basile. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes juriste avec une spécificité, vous êtes également sexologue et on va parler aujourd'hui de la question des violences sexistes et sexuelles. Donc d'abord, qu'appelle-t-on violence sexiste et sexuelle? Alors pour moi, ce serait toute atteinte du coup à l'intégrité sexuelle d'une personne. Et donc à quel moment on va franchir la limite entre taquiner un proche pour rire et agresser réellement verbalement une personne, si on prend le cas d'une violence verbale à l'encontre de quelqu'un? Pour moi, il faudrait se placer du coup dans la psychologie d'une personne qui pourrait être victime. Du coup, à n'importe quel moment, la personne pourrait se sentir mal à l'aise ou elle n'aurait pas donné son accord pour n'importe quel type de comportement, et ben on franchirait une limite qui serait du coup mal vécue pour la personne victime de ces agissements. Et les personnes qui sont justement responsables de ces violences, ça peut être n'importe qui. Oui, totalement. Et puis de toute façon, en fait, on est dans une culture où avec l'éducation, on met des forts stéréotypes de genre, donc ça peut être vraiment n'importe qui, que c'est quelque chose de très massif. De toute façon, on ne se rend pas forcément compte parce que de toute façon, on est baigné dans une culture qui est telle qu'il y a des stéréotypes d'ultra-virilité pour les garçons et des stéréotypes de docilité ou de faiblesse pour les filles depuis une éducation très tôt. Ça peut être même quelqu'un de l'entourage proche. Oui, bien sûr, et c'est souvent le cas. De toute façon, la plupart des victimes sont victimes à 90% de quelqu'un qu'elles connaissent. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint ou ça peut être un ami. On peut peut-être inviter les gens à faire attention à quand ils vont taquiner quelqu'un, mettre de leur entourage proche, justement parce que c'est quelqu'un de proche, on met peut-être moins de limites. Avez-vous une définition du consentement? Je définirais le consentement du coup comme toute atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment où quelqu'un toucherait le corps d'une autre personne, il faudrait demander l'accord de la personne. Ça peut aller du simple acte médical à un flirt entre deux personnes. Et est-ce que le consentement ne concerne que les agressions sexuelles? Alors, il faut savoir que du coup, le consentement, ce n'est pas un terme juridique. Et après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, en droit, il n'y a pas à donner son accord. On se met vraiment dans la psychologie du coup de l'auteur parce que toutes les infractions de droit pénal sont des infractions d'intentionnalité. Et après, c'est vrai que par contre, on met souvent le consentement au cœur des débats juridiques, mais c'est pas un terme juridique. Et c'est vrai que pour les autres infractions comme la violence, ça va de soi que personne ne veut recevoir un coup, alors que pour les rapports sexuels, eh ben, c'est quelque chose qui malheureusement, on dirait, ne va pas de soi. Une personne qui dit non, ça paraît net, clair et précis. Pourquoi est-ce si compliqué à entendre pour certains? Alors c'est parce qu'évidemment, enfin, on grandit quand même dans une culture du viol où on dirait que des fois, enfin, les personnes auraient un droit de propriété parce qu'ils sont en couple, par exemple, ou parce qu'ils sont dans une relation. Et après, évidemment, qu'on a une éducation avec un contenu aussi à caractère pornographique, où dans la pornographie, eh ben, c'est très genré. Il y aurait des garçons qui demandent et la fille ne dit jamais oui très clairement, ou alors elle commence par dire non, puis finalement c'est oui. Justement, on entend souvent de la part de certains, il ou elle a dit non, mais je sais très bien qu'en fait, ça voulait dire oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Alors déjà, du point de vue légal, la loi ne demande pas d'avoir dit non ou oui. Parce qu'évidemment, il y a des phénomènes de dissociation, de tétanie, où c'est pas à la victime d'avoir du coup à donner un consentement clairement explicite, mais on se met dans la psychologie de l'auteur. Et l'auteur doit avoir fait un acte en fait par violence, contrainte, menace ou surprise. Vous êtes juriste, quelles sanctions la loi prévoit-elle pour quelqu'un qui ne respecte pas le consentement d'un ou une partenaire? Alors, c'est très large parce que du coup, consentement, c'est pas une infraction pénale en soi, mais du coup, ça va dépendre du type d'agression. On peut partir de la simple amende. La simple amende, ça peut être du coup de harcèlement de rue. C'est une contravention. Et on peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion du coup à perpétuité si on est vraiment sur un viol très aggravé. Donc la loi protège quand même les victimes. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels elle les protège? Alors, la loi prévoit déjà, au niveau civil, il y a des dommages et intérêts pour les victimes qui se disent du coup victimes. Il y a aussi des amendes et du coup des peines de prison qui devront être versées ou accomplies du coup par l'auteur des faits. Donc il faut ne pas hésiter à aller se tourner vers la loi et demander des réparations lorsqu'on est victime. Tout à fait. Après, ça peut être très dur de porter plainte. Il faut rappeler aussi que les policiers n'ont pas le droit de refuser une plainte, en fait. Ils doivent envoyer les plaintes, quelles qu'elles soient, au procureur de la République, et c'est lui, du coup, qui va décider qui a l'opportunité des poursuites. Donc presque faire du forcing un peu au commissariat pour se faire entendre. Oui, et c'est un commissaire, du coup, refuse de porter plainte. Enfin, il y a, du coup, deux défenseurs des droits pour signaler, du coup, qu'un commissariat a refusé une plainte, ou il y a des services d'inspection des services de police et gendarmerie. À qui on peut parler quand on est par exemple victime? Alors, nous, évidemment, qu'on reçoit du coup les victimes d'infractions sexuelles, donc on peut faire appel à la Maison des droits des enfants et des jeunes, on peut aussi faire appel au CIDFF, on peut faire appel du coup à Arrêtons les violences point gouvernement, c'est un site du coup on peut porter plainte directement en ligne, il y a des numéros verts, il y a SOS Viol, Femmes et Information, c'est le 08 0005 95 95 ou encore un autre numéro de Jeunes Violence Écoute, c'est le 080 880 77 00, où il y a aussi France Victime. Donc on recensera tout ça sur le site internet du TUC.
Est-ce que la loi protège les victimes de violences sexistes et sexuelles? Oui, tout à fait. Après, quand on dit consentement aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a interdit en fait toutes les lois qui stipulaient qu'il fallait dire non. Donc une victime n'a pas à dire non pour se justifier, on se met dans la psychologie du coup de l'agresseur. Et l'agresseur, c'est toute personne qui agit par violence, contrainte, menace ou surprise. Et la plupart des infractions de façon en droit pénal sont des infractions d'intentionnalité. Donc on se place bien du côté de l'agresseur qui a une intention en fait de mettre mal à l'aise la personne ou de générer un comportement sexiste ou sexuel. Selon vous, le sport, puisqu'on est au Toulouse Université Club, on va parler de sport, est-ce que c'est un lieu où il est crucial d'inclure cette notion de consentement? Oui, et après, c'est important de rappeler qu'il y a tout ce qui sont les règles du sport. Et c'est vrai que le sport, très rapidement, on peut toucher à l'intégrité corporelle physique. Donc, c'est un lieu qui est un peu à part. Mais il faut avoir consenti, du coup, à n'importe quel contact physique, quand même, sur des lieux de sport. Le paradoxe, puisque le sport est un incroyable outil d'inclusion et d'éducation, pourtant, c'est un univers où les violences sont pas mal ancrées et où le sexisme est souvent de rigueur. Comment ça peut s'expliquer un tel phénomène? Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé, du coup, avec des clubs de rugby pour toutes les questions de consentement. Il faut savoir que c'est des milieux, par exemple, dits très masculins, où il y a des forts stéréotypes de genre et de virilité, en fait. Donc tout ce qui est dans la société de base, une éducation hyper genrée et stéréotypée, d'autant plus intensifiée dans ces milieux-là, qui sont caractéristiques du coup de haute vérité, du coup de stéréotypes de genre hyper importants. Et pensez-vous qu'inviter les jeunes à une remise en question par rapport à ces types de comportements, c'est quelque chose de fondamental et de nécessaire? Oui, c'est primordial et du coup nous ce qu'on avait fait avec le club de rugby, on avait créé du coup une activité, il fallait se mettre à la place de l'auteur, de la victime et du témoin. Et c'est en fait ce travail qu'il faut faire d'empathie, de se mettre à la place de n'importe qui, autant auteur que victime que témoin. Et peut-on résister seul face à une question de violence sexiste? Alors évidemment que c'est très dur d'en parler, il y a très peu de filles qui portent plainte et de toute façon c'est un long travail de pouvoir porter plainte. Il n'y a que 9% des filles qui portent plainte, il n'y a que 6% des personnes qui vont être poursuivies et 3% des personnes qui auront une sanction et ça peut aller de la simple amende à la peine de prison. Évidemment que ça serait hyper bien de se faire accompagner, c'est pour ça qu'il y a des structures qui sont du coup spécialisées qui peuvent aider, mais ça peut être très dur pour les filles d'en parler. En sachant de toute façon que la parole va être complètement souvent banalisée ou pas entendue. Donc une difficulté à en parler, mais une importance à le faire quand même, donc ne pas hésiter à appeler les numéros. Tout à fait, oui. On a parlé donc du milieu du sport, mais les violences sexistes peuvent être partout, dans la rue, à l'école, même à la maison. Comment on peut s'en protéger sans pour autant devenir complètement parano? Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est pas aux personnes victimes de s'en protéger et qu'il faudrait plutôt responsabiliser de l'autre côté. Et comment on pourrait éduquer des personnes justement à continuellement du coup empathiser, se mettre à la place pour éviter d'avoir un comportement qui peut mettre mal à l'aise. Enfin, mettre mal à l'aise ou même carrément porter une atteinte à l'intégrité des personnes. Et que oui, après le consentement en fait c'était pas un terme juridique, le terme juridique du coup c'était ça, on se met à la place de l'auteur, c'est violence, contrainte, menace, surprise. Et que ça peut aller en fait de la simple amende à 30 ans de réclusion criminelle parce que le consentement c'est très très large, ça peut être de la main aux fesses, ça peut être du médecin qui n'a pas demandé l'accord pour toucher le corps à quelque chose de beaucoup plus grave. Très bien. En tout cas, ça, 90% des victimes, quand même, c'est les personnes associées au genre féminin. Et elles sont victimes, à grande majorité, par des hommes. Et même les hommes qui sont victimes de violences sexuelles le sont de la part d'autres hommes dans les chiffres. Après, c'est pas que biologiquement, il y aurait, on serait violeur ou agresseur sexuel. C'est qu'il y a vraiment une éducation genrée qui est psychologique et sociologique qui favorise ça.